Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Michel Craplet, médecin spécialiste en alcoolologie et l'auteur du livre L'alcool, première addiction aux éditions Odile Jacob. Nous parlons aujourd'hui de la première addiction des Français, un mal tabou et à l'origine de nombreux drames, l'alcoolisme. La consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France, où elle est à l'origine de 49 000 décès par an. Idem en Europe, où elle est responsable de plus de 7% des maladies et décès prématurés. L'alcool est un produit vicieux. Sa consommation, plaisir ou festive, si elle est régulière, peut progressivement se transformer pour finalement devenir indispensable et créer la dépendance. Le produit est alors consommé pour ne pas souffrir. Combien de violences, d'accidents, de viols, de suicides ou de meurtres sont causés par l'usage abusif de l'alcool ? Comment faire pour rompre l'enfermement dans lequel nombre de personnes alcooliques se trouvent ? N'est-il pas temps de mettre encore plus en garde sur le risque important engendré par une consommation importante d'alcool qui a chez certains les mêmes effets qu'une drogue dure ? Michel Craplet est un médecin engagé depuis 35 ans dans la prévention du risque de l'alcool. Nous le rencontrons aujourd'hui pour comprendre comment sortir de ce mal chronique. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Michel Craplet, bonjour. Bonjour. Alors, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, dixit Albert Camus. Vous commencez votre livre en dénonçant la banalisation de l'alcoolisme avec l'usage répété du mot addiction pour éviter de dire le mot alcoolisme. Pourquoi ? Dans l'alcoolisme, il y a effectivement une lourde hérédité de malentendus, alors qu'à l'origine, l'alcoolisme, c'est un mot médical qui voulait faire sortir de l'ivrognerie. On n'était plus ivrogne mais alcoolique, on était donc en fait un malade au 19e siècle quand on a inventé ce mot d'alcoolisme. Et progressivement, c'est devenu aussi péjoratif que ivrogne. Alors dans ce fourre-tout de l'addiction, l'alcool a disparu, la question alcool a disparu. On est addict à tout. Alors depuis très longtemps, une grande marque avait nommé un parfum addict. Quand vous allez dans les Pyrénées, vous trouvez des gens qui sont ours addicts, qui aiment les ours et qui les défendent. Vous avez tout un tas de marques publicitaires, de marques commerciales qui utilisent le mot addict parce qu'il est branché, moderne, etc. Et que donc, de cette façon-là, ça permet de ne pas parler d'alcool ou alors de dire, oh bah oui, il y a des gens qui sont addicts à l'alcool comme à d'autres choses. Et un gérant de bar à vin m'a dit ça, par exemple. Oui, il y a des gens qui sont addicts à tout, alors à l'alcool. Il comprenait pas, lui, comment il entrait, quelle était sa participation au phénomène, parce que comme on peut être addict à tout, bah pourquoi pas l'alcool. Alors qu'en fait, l'addiction à l'alcool représente à peu près 80% des problèmes liés aux addictions. Alors que, par exemple, dans les violences faites aux femmes, on a 30 à 40% d'alcool, aussi bien du côté de l'auteur de l'agression que de la victime, ça aussi, il faut le dire. Mais ça, personne n'en a parlé. Pour les incestes aussi, mais ça pour les incestes, ça on sait ça depuis très longtemps. On connaît effectivement la relation entre alcool et inceste. Et bien lorsqu'on a parlé à juste titre beaucoup d'inceste il y a 1 an ou 2 ans maintenant, et bien personne n'a osé mettre l'alcool sur la table. Quand on a fait des grandes réunions sur les violences faites aux femmes, les associations spécialisées ont demandé que la question alcool soit mise à l'ordre du jour. Eh bien ça n'a pas été fait. Et pire, on n'a pas répondu. Les responsables, les autorités ministérielles n'ont pas répondu à ces associations, simplement à leurs lettres en leur disant, voilà. Moi, je peux vous raconter une histoire qui m'a vraiment beaucoup frappé à propos de la mort de la princesse Diana. J'ai été interrogé par de nombreux médias à l'époque parce que j'avais fait publier un communiqué. Un jour, je vais dans une chaîne radio et avant de monter dans la chaîne, je bois un café en bas. Et donc, j'étais à côté de 2 gars qui parlaient de l'affaire et qui parlaient de la voiture, la vitesse excessive de la voiture, des journalistes qui poursuivaient la princesse, effectivement, voilà. Je me tourne vers eux, je dis, mais vous savez, le chauffeur, il avait quand même un taux d'alcoolémie 1,5 g, c'est-à-dire 3 fois le taux autorisé. À ce moment-là, ils me disent, ah oui, il était bien. Notez, il était bien. S'il avait été mal, qu'est-ce qui serait passé ? Donc, ils reconnaissent le fait que l'alcool a joué un rôle. Donc, lever du refoulement, très gentiment, ils reconnaissent ça. Et puis, ils continuent leur conversation. La vitesse, les journalistes, la voiture. Et de nouveau, ils ne parlent plus de la question alcool. Donc, moi, j'avais réussi à lever le refoulement. C'était arrivé. Immédiatement, c'était enfoui. On ne voulait pas en parler parce que boire de l'alcool, effectivement, de façon dangereuse pour soi-même ou pour autrui, c'est être un mauvais Français. C'est effectivement faire un mauvais usage de ce qui est considéré comme un bon produit. Comment vous expliquez qu'on soit encore dans ce refoulement aujourd'hui ?
Alors certains disent, parlent effectivement des enjeux économiques, des lobbies, etc. Bon, c'est vrai qu'ils existent, mais moi je crois que plus que ça, ce qui compte, c'est notre histoire, c'est nos racines culturelles. Bon, la vigne est une plante qui s'enfonce très profondément dans la terre. Et je dirais qu'effectivement, tout l'alcool, les boissons alcooliques, la manière de les boire, de les consommer, de les fêter, sont enterrés très profondément dans notre inconscient collectif, on va dire, dans notre histoire, et que c'est vraiment nous arracher le cœur que d'arracher une vigne. Alors oui, nos ancêtres les Gaulois, c'est bien connu. Les Gaulois étaient les inventeurs du tonneau. Hein, c'est ça qui était assez amusant. Ce sont les Romains qui ont apporté le vin en Gaule, mais dans des amphores, et les Gaulois, c'était des charrons, ils savaient fabriquer des roues. Dans leur grande intelligence, on pensait que c'était plus facile de mettre le vin dans les tonneaux, parce qu'effectivement, c'était moins fragile qu'une amphore. Donc depuis longtemps, nous avons ce rapport particulier, mais vraiment très particulier, même par rapport à des pays très voisins, comme par exemple les Italiens. Quand vous allez en Italie dans un restaurant populaire, la carafe est déjà sur la table, la carafe d'eau. Vous n'avez pas à vous battre pour obtenir la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, vous l'avez, mais la carafe d'eau, c'est encore plus compliqué en France. Donc vous voyez, même dans les pays assez semblables, nous avons un rapport très particulier à cette boisson nationale. Voilà. Plus généralement, c'est effectivement la boisson en Europe, mais en France et en Italie, Espagne, c'est quand même le vin. Après, en Europe, vous avez d'autres boissons nationales. La bière pour les Allemands, bien évidemment, ou aussi pour les Anglais, ou le gin pour les Anglais. Et ce sont des boissons qui reflètent l'esprit national, qui sont des valeurs nationales. Pendant la guerre de 14-18, vous aviez effectivement une position entre les buveurs de vin, les Français, et les buveurs de bière, qui étaient considérés dans des caricatures qui étaient montrées comme les buveurs de bière, les mangeurs de choucroute barbares, alors que nous étions, soi-disant, des buveurs de vin civilisés. Ça remonte aux Romains, même avant. Effectivement, les Grecs buvaient du vin et s'opposaient aux barbares qui n'en buvaient pas, ou qui ne savaient pas en boire. Alors, quel est le risque de cette dissolution de l'alcoolologie dans la dictologie ? Le risque, c'est qu'on parle plus d'alcool, plus de la question alcool, alors qu'en fait, la solution, c'est d'en parler. Moi, je suis effectivement psychothérapeute, j'ai une approche effectivement psychopathologique de la question. Je ne considère pas que la solution, c'est de prendre une autre molécule que l'alcool. Prendre un médicament miracle, ça n'existe pas. La solution, c'est de parler d'alcool. Parler d'alcool au lieu de le boire. Donc, c'est-à-dire qu'on en parle en consultation, on en parle dans des groupes, alors soit des groupes animés par des soignants professionnels, soit des groupes animés par des rétablis. La solution, c'est effectivement parler d'alcool pour ne pas en boire, et parler de façon légère, de façon un peu quand même, c'est ça qui est important. Moi, je me souviens qu'un jour en prévention, on m'avait demandé d'intervenir auprès d'équipes hospitalières d'un petit hôpital de province, devant des gens qui n'étaient pas volontaires, mais qui avaient été obligatoirement inscrits dans une formation d'alcoolologie d'une semaine. Je savais qu'elles n'étaient pas volontaires. Je dis elles parce que c'était essentiellement des infirmières et des aides-soignantes. J'arrive le lundi matin, et bon, ça va être dur. J'ai quand même réussi parce que j'ai commencé pendant 1 heure le lundi matin à leur parler d'alcool dans les albums de Tintin. Alors là, tout le monde a été déstabilisé. Parce qu'elles pensaient que j'allais arriver avec des accidents de voiture, des gros foies malades et des trucs horribles comme ça. Non, je leur montrais qu'on pouvait faire de l'alcoolologie autrement, aller chercher l'alcool donc dans les albums de Tintin. Devant d'autres milieux, j'ai utilisé d'autres moyens. J'ai parlé d'alcool chez Proust, par exemple. Alors, Proust, on s'attend à parler de thé ou de tilleul pour les mieux informés, mais pas du tout d'alcool, alors qu'on parle énormément d'alcool dans Proust. Donc effectivement, il faut réussir à déstabiliser l'auditoire, parce que tout le monde a des idées, c'est normal. Parce que tout le monde est buveur, on a tous des expériences, et de consommation et d'ivresse, je dirais. Et donc, tout le monde a beaucoup d'idées, mais aussi d'idées fausses. Donc, il faut aller contre ces idées fausses. Il faut effectivement expliquer qu'on peut en parler en souriant. Et c'est vrai qu'aller contre ces idées fausses, c'est pas évident, parce que par exemple, moi, j'ai désespéré beaucoup de gens en leur expliquant que les chiens de Saint-Bernard n'avaient jamais porté d'alcool autour de leur cou. Le tonnet du chien de Saint-Bernard, c'est une invention complètement pure. Et les moines du Saint-Bernard, ils utilisaient les gros chiens parce qu'ils avaient des grosses pattes pour tracer la trace. Mais ils donnaient pas au gars qui était coincé sous une avalanche de l'alcool immédiatement, parce que là, ça allait le refroidir complètement. Donc on attendait qu'il soit revenu au refuge, qu'il soit réchauffé, et là on pouvait lui donner un petit peu d'alcool pour le rasséréner, mais pas du tout pour le réchauffer, parce que l'alcool, ça ne le réchauffe pas, ça refroidit. Parce que l'alcool, ça n'hydrate pas, ça déshydrate. C'est amusant de voir que c'est juste le contraire de la vérité qui est utilisé. On croit que l'alcool, ça réchauffe. Mais non, ça entraîne une vasodilatation périphérique, donc ça fait perdre de la chaleur.
C'est juste le contraire qui est utilisé de façon, alors souvent très très belle, avec des images, avec des histoires formidables, mais qui masquent une réalité quand même beaucoup plus sombre. Un client demande au comptoir: « Garçon, 2 whisky. »« Vous voulez dire un double ?» dit le serveur. « Non, 2 whisky dans 2 verres différents. » Le client étant roi, le garçon s'exécutait chaque fois que ce client revenait pour demander la même chose. Un jour, le garçon osa lui demander la raison de cette manière de boire. Le client lui expliqua que lors de la libération de la France en 1944, un soldat américain lui avait sauvé la vie et qu'ils avaient décidé qu'il boirait systématiquement un verre à la santé de l'autre, de part et d'autre de l'Atlantique, chaque fois qu'il s'en servirait un jour. Un jour, le client s'installe au bar et demande un whisky. Le garçon le laisse boire, en le guettant du coin de l'œil, puis s'approche avec compassion. « Alors votre camarade, malheureusement, il est décédé. »« Pas du tout, lui répond le client. Tout va très bien, mais moi, j'ai arrêté de boire. » Vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Alors voilà, je trouve que cette blague de comptoir, comme souvent, dit beaucoup de vérité clinique, de vérité de l'alcoolologie. Ça explique comment on boit à la place d'un autre. Ça explique comment on donne à boire à un absent qu'on a intériorisé. Et aussi comment on peut se raconter des histoires pour croire qu'on ne boit plus. Vous savez, la blague de comptoir, peut-être la plus célèbre, c'est « l'alcool tue lentement, on s'en moque, on n'est pas pressé ». Ben c'est ça. Ça tue lentement, effectivement, l'alcool. C'est une maladie chronique qui se développe sur des dizaines d'années, qui au début, n'entraîne pas de gros handicaps souvent, et qui va finir mal, et qui, effectivement, alors une maladie comme la cirrhose, ça se développe très longtemps, et même l'alcoolodépendance, ça peut demander des dizaines d'années pour s'installer, après que les gens aient, effectivement, commencé à avoir une vie tout à fait normale, parce qu'ils s'accoutument à la consommation d'alcool, ils s'accoutument à boire de plus en plus, et c'est ça le danger. Le danger, c'est de supporter bien l'alcool. C'est le contraire de ce qu'on pense. On dit, lui, il supporte bien l'alcool. Non, si on supporte bien l'alcool, parce que justement, il y en a beaucoup autour de soi, beaucoup d'occasions, et qu'on a aussi beaucoup d'ennuis dans la vie, et que donc on va avoir tendance à utiliser l'alcool pour lutter contre ces ennuis. Donc si on s'accoutume et si on supporte bien, on va boire de plus en plus, et ça, jusqu'au jour où ça va craquer, et on va devenir dépendant, et on ne supportera plus du tout. Alors Michel Craplet, vous avez un parcours atypique. Vous dites avec humour dans votre livre « Je suis arrivé à Bac+20 ». Vous avez fait des études de mathématiques puis d'architecte après avoir fait médecine. Vous avez écrit 3 livres sur le sujet alcool, avec Passion alcool, À consommer avec modération et L'ivresse de la révolution. Comment êtes-vous devenu médecin spécialisé en alcoolologie et pourquoi cet engagement ? Alors je le suis devenu par hasard. Les hasards de, il fallait trouver un job après 20 ans d'études, il fallait quand même se mettre à travailler. Je suis arrivé par hasard, mais je n'y suis pas resté par hasard, justement. C'est ça. À mon époque, c'était quand même souvent le cas. On faisait pas carrière en alcoolologie et non plus en addictologie. On arrivait là, et puis on y restait si ça nous plaisait. Et alors moi, bien sûr, ça m'a tout de suite enthousiasmé, parce que faire de l'alcoolologie, ça me permettait de faire autre chose que de la médecine. Ça me permettait de mobiliser, d'utiliser mes intérêts pour l'histoire, la littérature, la sociologie, voire même d'ailleurs l'architecture et l'urbanisme, puisque j'ai un peu étudié comme ça les débits de boissons dans la ville. Donc ça me permettait effectivement un peu de supporter quand même le poids, le quotidien de la clinique, de la vie d'un médecin, de la vie d'un consultant. Les patients nous le disent d'ailleurs. Vous savez, on n'est pas des clients faciles, docteur. Oui, c'est pas facile. Donc j'avais des évasions culturelles de cette façon-là, et je me suis amusé comme ça à m'intéresser à soigner Proust ou à soigner Louis XVI, pour me sortir un petit peu du quotidien de la clinique. Alors quel lien avez-vous fait entre l'architecture, les mathématiques et ce que vous faites aujourd'hui ? Dans ces 20 ans d'études, j'ai un peu oscillé, je vais le dire de façon un peu pédante, mais c'est aussi un peu déstabilisant, entre l'esprit d'exactitude, les mathématiques, l'architecture, et puis l'esprit de finesse, la psychologie, la médecine, effectivement, l'écoute. Donc j'oscillais entre les deux. Alors je fais le lien parce que l'alcoolologie, c'est ça, l'alcoolologie, c'est tout ça. Faire de l'alcoolologie, c'est voir l'alcool dans la société, dans la globalité,
voir que c'est pas simplement un produit, voir que c'est pas simplement une molécule, parce que alcool c'est une molécule, c'est l'éthanol. Hein. On prend un verre contenant une boisson alcoolique, vous avez à l'intérieur un noyau dur qui est la molécule d'éthanol. C'est le principe actif. Et tout autour, vous avez un enrobage socioculturel d'histoire autour de la boisson, et puis un enrobage aussi gastronomique, agréable, sensoriel, du goût de chaque boisson, parce que l'éthanol, ça n'a pas de goût, simplement ça brûle quand ça passe. Mais c'est ça. Donc vous avez cet enrobage socioculturel qui fait toute la richesse du fait de boire un verre. Tardieu, le grand poète, expliquait qu'il n'y avait pas de mots pour dire boire un verre à la terrasse des Deux Magots avec un ami un soir de pluie d'automne. Il faut effectivement développer tout ça pour dire boire, ça ne veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. C'est intéressant d'ailleurs ce mot boire. Parce que quand on dit que quelqu'un il boit, on a tous compris qu'on veut dire il boit trop d'alcool. Alors qu'en fait non, il peut boire autre chose. Il peut boire de l'eau, il peut boire du thé, il peut boire avec modération. Voilà. Et donc le mot boire est devenu effectivement synonyme de boire trop. Alors qu'en fait il faut entrer dans le détail, il faut entrer dans les mots, il faut effectivement entrer dans le qualitatif et pas seulement le quantitatif. La première question souvent qu'on nous pose, mais c'est à partir de quand on est alcoolique? Mais c'est pas à partir de quand. C'est pourquoi on boit. C'est dans quel but. C'est pas parce que je bois un demi-litre ou 1 litre ou 3 litres que je vais être alcoolique. C'est parce que je bois dans un but avec un certain objectif. Est-ce que je bois pour effectivement être moins timide? Est-ce que je bois pour effectivement être moins anxieux? Est-ce que je bois pour m'endormir? Ça existe aussi. Est-ce que je bois pour m'éclater? Comment je le fais? De quelle façon? La question qu'on nous pose aussi souvent, c'est pourquoi je suis devenu alcoolique? Bon, ou pourquoi il est devenu alcoolique? C'est pas le pourquoi tellement qui compte, c'est le comment. C'est toute l'histoire qui a fait que quelqu'un qui rencontre cette molécule dans un contexte particulier, pourquoi il va recommencer, pourquoi il va la rechercher et pourquoi il va boire avec persévérance un produit dont il connaît les effets néfastes. Et ça, c'est une des définitions de l'alcoolodépendance, c'est-à-dire persévérer, continuer à boire le produit, alors qu'en fait, on sait très bien les dommages que ça entraîne. L'alcoolique, il sait très bien. L'entourage croit qu'il ne sait pas, mais il le sait très bien. Il lutte, il n'y arrive pas, mais il lutte et il sait très bien. Il le dit, quand il dit demain j'arrête, il est honnête, il pense que demain il va pouvoir arrêter. Mais non, en fait c'est beaucoup plus difficile que ça. La molécule est devenue plus forte que lui. Sommes-nous tous égaux face à l'alcool? Non. Je crois que ça aussi, c'est une question très importante. Oui, merci de l'avoir posée. J'y avais pas pensé d'emblée, mais je crois qu'il faut en parler parce que quand on boit un verre d'alcool, l'alcoolémie monte. Le maximum d'alcoolémie varie selon le poids et le sexe. Parce que l'alcool se dilue dans le corps. Si on est grand et baraqué, effectivement, le taux sera moins élevé que si on est un petit chétif. Par ailleurs, il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes. Alors là, bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile. Effectivement, les femmes, à juste titre, revendiquent la même position, même statut que les hommes. Mais en ce qui concerne là, il y a ce qu'on appelle le mur de la biologie. Il fait que les femmes supportent moins bien l'alcool, qu'à consommation égale, leur taux d'alcoolémie va être plus élevé que les hommes. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour le taux d'alcoolémie maximum. Mais le plus important, c'est après la décroissance, le métabolisme de l'alcool, l'élimination de l'alcool, qui se fait très lentement. Autant ça monte en une demi-heure, après ça descend en plusieurs heures. Et la vitesse de descente est très variable selon les individus. Et là, il n'est pas question de sexe d'ailleurs, il n'est pas question de poids, il est question effectivement de métabolisme, c'est-à-dire d'équipement enzymatique vis-à-vis de cette molécule d'éthanol. On élimine l'alcool, comme d'autres médicaments, comme les autres, plus ou moins rapidement. Et cette variation est énorme. Elle va de 1 à 5. Vous avez des gens qui éliminent 5 fois plus d'alcool que d'autres. Alors, imaginez une autre variation biologique. Imaginez que la taille des individus varierait de 1 à 5. On ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas construire d'escaliers, de maisons, si notre taille varie de 1 à 5. Et c'est ce qui se passe avec l'alcool. Donc, il y a une grande différence entre la norme sociale qui est, on boit ensemble et on boit la même dose. Et dans la tournée, il faut boire la même dose. Il faut remettre. Si on ne boit pas autant que les autres à la même vitesse, on est éjecté du groupe. Alors qu'en fait, certains sujets vont supporter beaucoup mieux l'alcool que d'autres. Alors, est-ce que la consommation d'alcool présente des bénéfices pour la santé ? Alors, on peut peut-être repartir dans l'histoire pour dire qu'elle en a présenté quand on n'avait pas d'anesthésique, pas de dentalgique, pas d'antiseptique. Effectivement, l'alcool, pendant des siècles, a été utilisé comme antiseptique. Sur les champs de bataille, ailleurs, par les chirurgiens. Utilisé pour anesthésier quelqu'un à qui on arrachait une dent. On voit ça dans les westerns.
Mais ça, c'est fini. Parce qu'on a effectivement des produits fabuleux, qu'il faut bien sûr utiliser avec précaution, mais quand même. Donc l'alcool n'a plus d'intérêt thérapeutique, mais en revanche, dans les légendes de l'alcool, il en existe. Faites allusion à l'alcool soi-disant protecteur du cœur, ce qui est faux. C'est parti d'une erreur statistique. On a comparé, ça c'était fin des années 70, on a comparé les Finlandais et les Crétois. On a vu que les Crétois faisaient beaucoup moins d'infarctus que les Finlandais. On en a conclu un peu rapidement que c'était à cause du vin qu'ils buvaient. Aujourd'hui, on sait que c'est pas seulement le vin, et loin de là, c'est tout le régime méditerranéen et la manière de vivre qui fait la différence. Mais c'est parti, et c'est resté. Je veux dire, on a beau maintenant avoir affiné les études et montrer la réalité, tout le monde part avec l'idée que le vin est bon pour le cœur et protège le cœur. Alors, soyons honnêtes jusqu'au bout. Il est vrai qu'il existe, semble-t-il, un petit effet protecteur pour des doses minimes. Un demi-verre, ça suffit. Un demi-verre de vin par jour, ça suffit. Pour certaines personnes, pas pour d'autres, en fonction justement de l'équipement enzymatique. Et surtout, à l'âge où on va faire un infarctus du myocarde. Parce que si on a 20 ans et qu'on a un risque nul de faire un infarctus du myocarde, ça sert à rien de diminuer le risque nul. Effectivement, à partir du moment où on a un risque d'infarctus du myocarde, on va dire 50 ans pour être optimiste, là, il y a un petit effet protecteur pour des doses très minimes et seulement chez certaines personnes. Et en fait, on a constaté qu'après, ce risque, il augmente quand on est plus âgé. Donc, c'est vraiment irresponsable d'utiliser cet argument sanitaire pour faire la promotion du vin. Et j'irais même au-delà, si vous voulez. On pourrait faire une expérience. C'est-à-dire qu'on pourrait donner à un laboratoire à analyser l'éthanol, l'alcool, sans dire ce que c'était. Et leur dire, dites-nous ce que vous en pensez, quels sont les intérêts thérapeutiques de cette molécule. La réponse serait, c'est un tranquillisant mineur. Mais on a beaucoup mieux sur le marché. Mais en revanche, non, vous ne pouvez pas le prescrire comme médicament parce que les doses dangereuses sont trop proches des doses efficaces. Et donc, il est interdit à être mis sur le marché. Donc ça pourrait être un piège. On pourrait dire, d'accord, allez, l'alcool est un médicament, on l'admet, et le lendemain, il est interdit parce que c'est un médicament trop dangereux. Que c'est ça qui... Tous les médicaments, bien sûr, ont des inconvénients. On le sait maintenant de plus en plus. Mais c'est pour ça qu'il faut que la dose dangereuse soit très éloignée de la dose efficace. En gros, c'est de 1 à 10. Hein. Mais là, effectivement, une dose efficace, effectivement, d'un verre, par exemple, d'un demi-verre, pour certaines personnes, à partir de 3 verres, ça devient une zone dangereuse. Et donc, il y a un trop petit écart entre l'efficacité et la dangerosité du produit pour qu'il soit considéré comme un médicament. À quel moment doit-on s'inquiéter de sa consommation d'alcool ? On va s'inquiéter à partir du moment où elle n'est pas ordinaire, où par exemple on va consommer le matin, ou on va consommer avant d'accomplir un tel geste, on va consommer à des moments ou des lieux où effectivement on ne consomme pas en général. C'est difficile parce que l'homme et la femme sont rusés. Celui qui a un problème d'alcool est rusé. Je vais vous raconter alors une histoire ça paraît être une blague, mais c'est une vérité. Moi, on me l'a raconté. Une patiente qui s'était aperçue qu'elle avait un problème d'alcool parce qu'elle avait pris l'habitude de prendre un bain moussant avec une flûte de champagne. Voilà, en rentrant chez elle, et voilà, elle se détendait de cette façon-là. Puis un jour, elle s'est aperçue qu'elle prenait 10 bains par jour. Alors là, elle s'est dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Elle prenait 10 bains par jour pour avoir 10 flûtes de champagne dans son. Ça paraît une blague, mais c'est une vérité. Une vérité plus ordinaire, si vous voulez, c'est le gars, on va parler d'un gars maintenant, pas une femme, qui, dans une entreprise, fait le tour des services, des bureaux, au moment où il sait qu'il y a un pot offert. C'est peut-être une blague d'il y a 10 ans, 5 ans, peut-être les choses sont améliorées, encore que bon, là, j'en suis pas sûr. Mais donc, le gars s'arrangeait pour passer là où on allait lui offrir un verre. De cette façon-là, il pouvait se masquer à lui-même le fait que c'est lui qui avait envie de boire. Non, on lui offrait. Donc il n'y pouvait rien. Donc voilà, les ruses de l'inconscient qui font que... Et c'est quelquefois difficile de s'en apercevoir. Est-ce qu'un dépendant peut gérer sa consommation ? Alors là, moi, je dis non. Je suis très clair là-dessus, alors que je sais que d'autres collègues, ont des idées différentes. Un dépendant, il a, en fait, en général, déjà essayé de gérer sa consommation. Quand les gens viennent nous voir en consultation spécialisée, ils ont déjà essayé d'arrêter, ils ont déjà échoué.
Bon. Donc ils ont cette expérience-là, mais bon, alors peut-être certains vont voir un spécialiste ou un centre spécialisé en se disant eux ils ont un traitement miracle et je vais pouvoir gérer. Je crois que c'est vraiment dommage d'essayer de gérer, de perdre encore du temps, et donc je crois qu'il va falloir effectivement à un moment renoncer à ça et se dire, pour un alcoolique, gérer c'est pas très intéressant. Enfin, un alcoolique, un gars quand même quelqu'un qui cherche l'excès, effectivement, ou qui a besoin, effectivement, il n'a pas besoin d'un demi-verre ou d'un verre. Il est dans l'excès souvent et il a besoin de s'éclater. Donc il va falloir trouver s'éclater autrement que de gérer et de se prendre la tête avec aujourd'hui je vais boire parce que demain je boirai pas. Ou au contraire, aujourd'hui je vais pas boire parce que demain je boirai. Donc effectivement, donc ces calculs sordides, sont inutiles, et surtout parce que c'est pas la question de quantité, c'est la question de pourquoi ça m'est utile, et donc comment faire pour pouvoir m'en passer. Alors en parlant avec quelqu'un, un spécialiste, ou en parlant avec les gens autour de moi, même si c'est difficile d'en parler avec l'entourage, parce que c'est vrai que l'entourage il est inclus dans le processus. L'entourage quelquefois il participe à la consommation d'alcool. C'est quelquefois un peu difficile à dire, mais il en a quelquefois des effets secondaires. Parce que l'entourage, il peut prendre le pouvoir parce que celui qui a le problème d'alcool, il peut être violent, il peut être désagréable, mais en même temps, il lâche les rênes et donc l'autre prend le pouvoir. Dans votre livre, vous pointez l'importance de l'entourage dans la prise en charge du dépendant. Vous écrivez: le conjoint, les enfants, les amis, les collègues, tous les proches interviennent dans le problème, activement par leur réaction d'agressivité et de rejet, ou passivement par leur laisser-faire. Vous illustrez le principe de codépendance avec l'exemple de cette femme alcoolique, abstinente, dont le mari souhaite l'emmener en voyage en Bourgogne pour visiter les châteaux et les caves. La codépendance, qu'est-ce que c'est ? Et comment bien accompagner un proche dépendant à l'alcool ou en sevrage ? Il faut effectivement l'accompagner, le proche. Alors, de façon différente. Le proche, il peut aller en consultation de son côté, ou il peut aller dans des groupes, ou il peut participer aux consultations. Alors là, c'est le cas extrême d'une femme qui a arrêté de consommer de l'alcool, et son mari, qui en principe devrait être très heureux, s'arrange pour la faire rechuter. Parce que, alors quel bénéfice il avait de sa consommation d'alcool ? Il faut être très clair, effectivement. Est-ce qu'il avait, quand elle était ivre, une soumission ? Est-ce qu'elle était soumise à certains désirs, éventuellement à certaines pulsions qu'il pouvait exprimer ? Ou tout simplement, est-ce qu'effectivement, maintenant qu'elle ne consomme plus d'alcool, elle retrouve son autonomie et elle a envie de prendre ses décisions pour elle-même ? Donc la codépendance est entrée dans un processus compliqué où là, l'entourage n'est pas dépendant d'une molécule, mais dépendant d'une situation, une situation inextricable, c'est un lien, c'est un nœud qui se fait, et où chacun va pouvoir accuser l'autre d'être responsable de la question, d'être responsable parce que l'autre il réagit à juste titre, effectivement à juste titre aux violences ou à la passivité ou au laisser-aller de celui qui a un problème d'alcool, donc il va réagir avec agressivité. La personne concernée va souvent dire mais demain j'arrête, et puis ou je le ferai plus, et donc ces promesses ne sont pas tenues. Effectivement, ça aussi, ça entre en ligne de compte. Et là, tout de suite, on peut donner une indication à quelqu'un qui a un problème d'alcool et qui est en train de s'en sortir, de ne pas faire de promesses, de dire simplement « je vais essayer de ne pas boire ». Alors, quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui a un travail à plein temps. Donc, un professionnel qui boit en même temps, il a un double travail. Donc, effectivement, après arrêter la consommation d'alcool, c'est aussi un travail à plein temps. C'est-à-dire qu'il va falloir être très vigilant, il va falloir se méfier des pièges. Alors, pour ça, il faut les analyser. On a connu tellement de patients qui sortaient de l'hôpital en disant « mais c'est fini, et ce soir, j'irai à mon restaurant habituel, et je demanderai de l'eau, et tout se passera bien ». Mais non, ça se passe pas comme ça en général. Donc, il va falloir avoir toute une stratégie complexe d'abord pour éviter l'alcool, ensuite pour la mettre à distance, avant de pouvoir affronter directement les situations où il y a de l'alcool. Alors, la codépendance, on peut parler d'une tablée d'amis avec des verres devant les assiettes. Alors, vous avez des gens qui ont fait tout un travail sur eux, qui sont assez solides, qui vont accepter qu'on leur serve du vin dans leur verre, sans y toucher. Parce que si
en permanence pendant le repas, vous dites à celui qui sert du vin, non, non merci, je ne bois pas, vous attirez l'attention sur vous, et c'est très agréable, alors que si vous laissez servir et que le verre reste plein, plus personne ne vous embête, que ce soit un serveur professionnel ou que ce soit un ami, si le verre est plein, on le remplit plus. Il y a tout un tas de petits trucs à apprendre pour sortir de l'alcool et pour sortir de la dépendance, et ça, c'est quand même des trucs qui s'apprennent avec les gens concernés. Alors nous, les professionnels, on peut faire des relais, on peut expliquer des histoires, on peut raconter les histoires, mais les patients des groupes de rétablis, comme Alcooliques Anonymes ou d'autres, effectivement, donc donnent leurs expériences de vie, racontent ce qui s'est passé pour eux, et chacun après pourra, en fonction de sa propre vie, voir quel petit truc il peut utiliser dans telle circonstance. Michel Craplet, la rencontre qui a changé votre vie ou fait évoluer votre pratique? Je fais référence à Pierre Fouquet, un fondateur de l'alcoolologie, effectivement, qui était, comme moi, un médecin intéressé par beaucoup de choses, la littérature et l'histoire. Et donc, j'ai compris que je pouvais être un médecin, je dirais, convenable, tout en étant autre chose qu'un médecin. J'ai une amie qui m'a dit récemment que je m'étais égaré en médecine. C'est probablement vrai, mais en alcoolologie, j'ai trouvé ma voie. Et donc, c'est effectivement, j'ai vu quelqu'un qui était ouvert à autre chose que la médecine. Et donc, c'est ça qui m'a permis de faire de l'alcoolologie. En quoi croyez-vous ? Je crois en la liberté. Et c'est bien la question qu'on doit aborder en alcoolologie, la liberté, effectivement, de choix. Je crois en la liberté de parler en son nom propre. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre j'utilise le jeu et j'explique effectivement que on soigne avec qui on est. On soigne pas avec ce qu'on sait, effectivement. Je me souviens d'une patiente qui parlait d'un autre pionnier de l'alcoolologie que j'ai malheureusement très peu connu, le docteur Haas, qui disait mais le docteur Haas il est tout petit, mais je peux quand même pas l'emporter dans ma poche. C'était le médecin qui était le médicament, qui était le thérapeute. À défaut de médecin, je me souviens de certains patients à Saint-Cloud qui pouvaient pas nous emporter dans leur poche, mais qui emportaient une petite bouteille. On avait une bouteille minérale d'une source pas connue du tout, mais donc ils avaient ce fétiche, ce doudou qu'ils emportaient avec eux pour se souvenir du passage dans lequel ils avaient fait de cette façon de sortir du piège. Vous avez dit, l'alcool était vicieux. Moi, je n'utiliserai pas le mot parce que justement, on a trop souvent dit que les alcooliques étaient des vicieux, etc. Bon, ils sont pas vicieux. Ils sont dans un maelstrom, ils sont effectivement pris dans un piège, ils sont effectivement dans un cercle vicieux. Eux sont pas le cas, eux sont des malades. Justement parce que nous sommes en train de sortir d'une maladie aiguë qui a pris toute notre énergie, tous les médias. Alors qu'en fait, non, on va rester en sortant de cette maladie aiguë avec les maladies chroniques. Bon, les maladies chroniques, c'est maintenant la grande majorité des cas, puisque la médecine a des traitements, effectivement, et maintenant on apprend à vivre avec ces maladies chroniques. Fin du XXe siècle et au début du XIXe, on a commencé à connaître les maladies infectieuses aiguës, on a commencé à connaître les traitements et les vaccinations pour les microbes, maintenant pour les virus. Et donc maintenant, il faut vivre avec ces maladies chroniques et c'est ça la question. Alors, j'insiste pour le fait que c'est une maladie chronique, donc qui demande du temps pour s'en sortir. Et j'insiste aussi sur le fait que les gens qui ont un problème avec l'alcool sont des gens qui sont allergiques à l'alcool. Et j'insiste beaucoup sur ce mot. C'est pas une allergie véritablement biologique, encore que, on peut discuter. Mais effectivement, ce sont des gens qui ont des réactions particulières à l'alcool, et c'est ça qui explique le fait qu'ils sont entrés dans cette dépendance. Donc, quand on est allergique à un produit, on n'en prend pas. Et si quelqu'un en face de vous connaît votre allergie, il va pas vous pousser à en boire. Et c'est là, il faut insister là-dessus, parce que les allergènes, maintenant, tout le monde connaît. Quand vous entrez dans certains restaurants, vous avez 3 pages d'allergènes, et on vous explique. Maintenant, bientôt, on cochera, effectivement, on vous servira en fonction de vos allergies. Mais l'allergie à l'alcool, qui est la plus importante, la plus désastreuse, personne n'en parle, alors que vraiment, ça devrait être le cas. Et on devrait laisser tranquille les gens qui n'ont pas envie de boire de l'alcool. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire, c'est la littérature, effectivement. Et ce qui m'inspire, c'est d'aller chercher l'alcool là où personne ne l'a vu, ne veut le voir. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Dans mon domaine de professionnel, ce qui m'effraie, c'est la disparition des archives. C'est le présentéisme. C'est effectivement qu'on s'intéresse uniquement au présent, qu'on ne veuille pas prendre référence au passé. Et on revient là sur la question alcool et addiction, effectivement. Alcoolisme, parler d'alcoolisme, ça fait tellement 19e siècle, on va dire. On va parler d'addiction, c'est tellement moderne et tellement branché. Alors,
des jeunes praticiens se lancent là-dedans. Peut-être parce que pour eux, c'est pas évident de se dire alcoologue, effectivement. Ça sonne tellement comme alcoolique. Ils préfèrent dire qu'ils sont addictologues. Alors, c'est vrai que pour certains patients, c'est plus facile d'aller en consultation d'addictologie que d'alcoolologie. Ça, c'est le seul point positif. Mais d'un point de vue social, cette question d'addiction fait que la question alcool disparaît complètement des médias, des histoires, des discours. Et que... Qu'est-ce qui vous indigne ? Le complotisme, l'utilisation des contre-vérités, par exemple. Je rejoins mon côté rationnel, exactitude, mon esprit d'exactitude, effectivement. En tant que psychiatre, je peux comprendre qu'effectivement, que les fantasmes, les rumeurs, c'est aussi intéressant à étudier que la vérité. Mais il y a quand même une vérité, effectivement, sur laquelle il faut s'appuyer et qui donne des butées, effectivement. On peut étudier les fantasmes, les histoires, les complots, etc. Mais il y a quand même, à la base, certaines vérités qu'il faut pas oublier, parce que si on les oublie, on va vers des ennuis, on va vers la mort, on va vers des catastrophes. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? De découvrir un nouvel auteur, découvrir un nouveau paysage, même si en ce moment on est plutôt limité de ce point de vue-là. Votre mantra, ou une phrase que vous répétez pour vous faire du bien, pour vous donner de l'allant ? C'est de vivre pleinement avec modération. Eh bien, merci Michel Craplet. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur la dépendance à l'alcool avec le médecin psychiatre Michel Craplet. Vivre n'est pas simple, encore moins dans un monde insidieux, complexe et en plein bouleversement. L'angoisse qui en découle favorise à n'en pas douter l'augmentation de la consommation de produits addictifs comme l'alcool. Mais en dépit des épreuves de la vie, et pour paraphraser Jean-Paul Sartre, l'important n'est pas ce que la vie fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que la vie a fait de nous. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemineux.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes, et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.